Alors, bonjour à tous. On va démarrer du coup cette petite session sur l'expertise du métier SIA. Voilà, donc pour la quinzaine des métiers du marketing digital, on en est à la cinquième vidéo sur les métiers du marketing digital. N'hésitez pas à les regarder en replay. Vous avez déjà les 4 premières en replay et du coup celle-ci vous aurez en replay par la suite si jamais vous avez pas capté quelques petits points ou si vous avez besoin de la réécouter. Donc moi, je me présente, je suis experte SIA. Je m'appelle Marie-Lou Carcrève. Donc, j'ai 29 ans, j'ai 9,25 ans d'expérience dans ce domaine en tant que chef de projet SIA senior et également en tant que formatrice. Donc, je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que le SIA, qu'est-ce que le métier de chef de projet SIA. Le métier de chef de projet SIA, déjà, petite parenthèse, on appelle ça chef de projet SIA, mais on peut aussi appeler ça consultant SIA, consultant SEM, pour Search Engine Marketing. On appelle ça aussi consultant search. Vous allez pouvoir trouver toute une panoplie de termes pour ce métier qui va donc de tout ce que je vous ai cité, mais aussi consultant référencement payant, consultant bien sponsorisé. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore ce métier, par la suite, pourquoi je donne tous ces termes-là et pourquoi on peut en utiliser plusieurs. Donc, voici mon petit déroulé de présentation. Donc, au menu de ce jour, parce que forcément, il est 12h30, je pense que vous avez faim. Alors, moi, je ne vais pas vous nourrir aujourd'hui, mais j'espère au moins vous nourrir de savoir. Donc, on a en entrée le SEA et ses amuse-bouches. Qu'est-ce que le SEA? Quels outils on utilise? Quel est le quotidien du chef de projet SEA? Dans quel type de structure on fait ce métier? En premier plan, on aura la recette spéciale du chef. Donc, aujourd'hui, c'est moi le chef de projet SEA, après tout. Donc, quel est mon parcours? Comment je suis devenue chef de projet SEA? Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je suis devenue freelance? En deuxième plan, on aura le consultant SIA. Comment on peut devenir consultant SIA? Donc, le salé des expériences, mais le sucré des études, ça vous donne un petit aperçu. Et en dessert, enfin, on verra le freelance SIA. Comment on peut devenir freelance SIA? Quels sont les prérequis surtout pour être freelance SIA? Et enfin, bien entendu, si vous avez des questions, il y aura tout un échange de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs tout au long de cette présentation. Soit, si jamais c'est pertinent à ce moment-là, j'y répondrai. Les questions seront toujours pertinentes, mais s'il faut y répondre à ce moment-là, j'y répondrai. Sinon, on verra ça à la fin, lors de l'échange. Donc, le SEA, qu'est-ce que c'est? Donc, une définition un peu barbare de la définition du SIA, c'est le Search Engine Advertising pour les initiales SEA, ce qui veut dire publicité sur les moteurs de recherche. Ça permet l'affichage d'une annonce ciblée en fonction de mots-clés que tape l'internaute sur les moteurs de recherche. Alors, c'est un peu barbare comme phrase, je vous l'admets, un peu longue. Donc, je vais vous le montrer en direct. Qu'est-ce que ça? Donc, le fonctionnement du SIA pour l'internaute, vous allez taper un mot-clé dans Google, prêt personnel par exemple, ou tout autre terme que vous souhaitez. Les résultats vont s'afficher, comme on le voit ici. Vous allez cliquer sur une annonce. Donc, les annonces, c'est là où il y a le petit encart avec marqué annonce entouré en vert. Tout ce qui ne contient pas le terme annonce, c'est du lien naturel. Donc, l'annonceur ne paye pas le client, vous, tous ceux qui veulent faire du SIA, qui seront présents en naturel, ne payent pas pour s'afficher à cet endroit-là. Ça va être un autre métier que vous avez sûrement dû voir lors de la conférence de Virgile, mais ce n'est pas le métier du SIA. Donc, de toute façon, on ne peut pas normalement s'y perdre. Il y a 4 annonces en haut et 3 annonces en bas dans la plupart du temps. Donc, une fois qu'on va cliquer sur cette annonce, vous allez être dirigé tout simplement sur le site internet sur lequel vous avez cliqué. Donc ça, c'est le fonctionnement du SIA tel que vous le voyez vous, c'est-à-dire vous tapez un mot-clé, le résultat s'affiche, vous cliquez. Et ça, généralement, lors de formation ou lorsque l'on discute dans la vie de notre métier, pour les personnes qui connaissent un petit peu, qui connaissent au moins qu'est-ce que le SIA, c'est-à-dire une annonce, ils vont nous dire ouais, du coup c'est facile, vous achetez des mots-clés, et puis voilà, vous vous affichez, c'est pas vraiment un métier. Eh bien, détrompez-vous. C'est un vrai métier, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses très enrichissantes, beaucoup de reporting, beaucoup d'analyses. On va voir tout de suite l'envers du décor. Donc, l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que chef de projet lorsque l'on veut diffuser un lien pour notre client sur Google. Donc, nous, en tant que chef de projet SIA, on va acheter un mot-clé. Donc, là, je donne l'exemple de prêt personnel. Donc, on va dire qu'on travaille pour Carrefour Banque, qui vend des prêts personnels. On va acheter un mot-clé, on va dire bon, j'achète prêt personnel parce que j'imagine que, bien entendu, si je veux vendre mes prêts personnels, je vais aller me positionner sur des termes que l'internaute va requêter.
Donc, je vais acheter prêt personnel. Et je vais lui attribuer un coût par clic. Un coût par clic maximum, je veux dire, pour tant d'euros. Je veux bien être affiché sur Google. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne cliquera sur mon annonce, je serai susceptible de payer ce montant-là. Bon, ça peut aller de 0,02 centimes à 50 euros. Hein. C'est vraiment aléatoire en fonction du secteur d'activité, en fonction du moment de la journée à laquelle on est placé, de la zone géographique, du device. Vous voyez, il y a vraiment plein de données qui rentrent en compte. Donc, on va attribuer, en revenant quand même à la base, on va attribuer un CPC maximum. Là, bien sûr, on a juste acheté notre mot-clé. On va rédiger une publicité, une annonce donc, comme vous pouvez le voir juste en dessous, prêt perso Carrefour Banque, taux parmi les plus bas du marché, avec l'évidence d'un taux parmi les plus bas du marché. Voilà, ça c'est une annonce. Et on va lui attribuer une URL pour lui dire, quand l'internaute va cliquer, il faudra qu'il soit renvoyé sur la page qui parle de nos prêts personnels. Oui, bien entendu, il faut que ce soit logique quand même. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une fois qu'on a acheté nos mots-clés, qu'on a créé nos annonces, notre annonce va être mise en concurrence avec toutes les annonces de nos concurrents qui ont également acheté le mot-clé prêt personnel. Donc, tous nos concurrents qui ont acheté prêt personnel, et il faut dire qu'il y en a énormément, surtout sur le secteur du crédit, du prêt, ils vont être tous mis en concurrence et la position de notre annonce, elle va être choisie en fonction du CPC maximum qu'on a attribué à notre mot-clé, donc le CPC dont je vous parlais en tout début, d'un score de qualité. Un score de qualité, alors c'est une note que Google nous attribue entre 1 et 10 pour nous dire en gros 1, la pertinence entre le mot-clé que vous avez acheté et ce qui est écrit dans votre annonce et la page sur laquelle vous renvoyez est pertinente ou non. Donc si je fais prêt personnel, que dans mon annonce je dis découvrez le prêt personnel et que sur ma page il y a écrit découvrez nos prêts personnels, j'ai tout bon. On va dire que j'ai un 10 sur 10. C'est le score de qualité. Expliqué de manière simplifiée, bien entendu, mais c'est ça. Et la troisième donnée va être l'impact estimé des extensions d'annonce. Les extensions d'annonce, ça va être, en plus de notre annonce, des choses qui vont donner des plus produits sur notre marque. Par exemple, ça va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une boutique. Ça pourrait être pour les prêts Carrefour. Ça pourrait être par exemple, tous les autres produits qu'ils proposent. Donc, on propose aussi du crédit auto, du crédit conso. Voilà. Donc, ça, c'est la position qui est choisie, comment la position de l'annonce est choisie. Donc, bien entendu, c'est la version simplifiée, très simplifiée du fonctionnement du SEA. C'est juste pour dire, voilà, le métier du SEA, ce n'est pas juste on achète des mots-clés et c'est fini. Voilà, c'est vraiment un métier à part entière où on va certaines personnes disent un peu, pour rigoler, c'est un peu du trading de e-commerce, quoi, parce que on va être mis en concurrence avec des concurrents sur une place de marché et on va attribuer des enchères. Et finalement, celui qui aura la meilleure enchère avec la meilleure qualité aura la première place, pour simplifier. Bien sûr, c'est plus complexe et si cela vous intéresse vraiment, je vous invite à faire une formation, à vous renseigner sur Internet. Voilà. Donc voilà le chef de projet SEA. Qu'est-ce que c'est que le SEA? Alors, le SEA, bien entendu, on va utiliser la plateforme principale de Google qui s'appelle Google Ads et Bing Ads aussi, parce que bien entendu, on n'a pas que Google pour faire des liens sponsorisés. On a plusieurs moteurs de recherche qui proposent des liens sponsorisés. Donc, on a Google, on a Bing. Quand on diffuse sur Bing, on va aussi diffuser sur Yahoo, sur AOL. Et dans le monde entier, Google a une espèce de monopole, mais pas dans tout le monde entier. Si on veut diffuser sur la Chine, par exemple, on va utiliser Baidu. Si on veut diffuser sur la Russie, on va utiliser Yandex. Mais dans tout le reste du monde, il n'y a pas d'exception, ça va être Google. Donc c'est vrai que dans cette presse, on parle beaucoup de Google parce que bon, c'est l'outil qu'on utilise le plus. Mais il ne faut pas oublier qu'on utilise aussi Bing. Hein, généralement, pour beaucoup de clients, on va investir à la fois sur Google et sur Bing. Juste que les investissements seront moindres. Pourquoi? Parce que l'audience présente sur Bing est moins conséquente que l'audience présente sur Google, tout simplement. Après, il y a des cibles qui peuvent être spécifiques à Bing, c'est un peu plus CSP+. Dans mes expériences, j'ai pu travailler sur de l'achat et de la vente d'or. Bing était plus à propos. Comment je peux savoir si c'est plus à propos? En termes d'indicateurs, de résultats. Mais bien entendu, c'est restreint en termes d'audience. Donc, on a toujours ce point où on reste quand même sur Google.
Donc, je m'égare un petit peu sur mon explication. Retournons sur les outils du chef de projet SIA. Je vous ai fait une espèce de pyramide une pyramide de Maslow de l'utilité, enfin inversée, bien entendu. Donc, la pyramide du plus utilisé au moins utilisé. Donc, le plus utilisé, hein, Excel. Alors Excel, c'est voilà. Si on veut devenir chef de projet SEA, il faut vraiment. Je fais une petite pause. Cindy me dit que le son n'est pas top. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que c'est un peu compliqué? Dites-moi. N'hésitez pas à me répondre par le chat, du coup. D'accord. Peut-être parce que je bouge trop ma tête. Il faut que j'arrête de bouger ma tête. Bon. Allez, ça doit être ça qu'a dit. D'accord. C'est bizarre. Alors, est-ce que si j'arrête de bouger ma tête effrénément, un petit bruit. Alors, attendez, je vais essayer quelque chose. Je vous garantis pas, j'essaye. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ici quand je parle dans le micro directement? Beaucoup mieux? D'accord. Ok, bah parfait. Alors, je vais continuer comme ça. Donc, on en était aux outils. Bon, j'espère que vous avez quand même bien entendu tout ce qui s'est passé avant. Donc, les outils, la boîte à outils du chef de projet SEA, bien entendu. Donc, on en était à Excel. Excel, l'outil par excellence, utilisé pour chef de projet SEA, à la fois pour faire des reporting. Enfin, en fait, c'est surtout pour faire des reporting. Ça va être pour faire des reporting qu'on va envoyer aux clients, des bilans. Ça va être aussi pour nous, pour pouvoir analyser la data. On va pouvoir traiter des milliers, des millions de lignes sur Excel et ça va vraiment être un gain de temps pour nous. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse comme métier, c'est vrai que si vous n'êtes pas familier, si vous n'aimez pas beaucoup Excel, ça va être un peu complexe. Effectivement, nous maintenant, on connaît Excel du bout des doigts. Les recherches V, les tables croisées dynamiques, voilà, c'est très important Excel. Après, bien entendu, on utilise toute la journée également Google Ads, Bing Ads pour gérer nos campagnes publicitaires. Donc Google Ads, qui est l'outil de gestion publicitaire de Google, et Bing Ads, bien sûr, qui est l'outil de gestion publicitaire de Bing. Donc, c'est des outils qui ne sont pas payants. C'est-à-dire qu'en ligne, on va aller sur l'interface, on va en fait, en soi, l'utilisation de cet outil pour aller dessus, ce n'est pas payant. Bien sûr, après, on va payer la publicité qu'on va diffuser sur les moteurs de recherche. Donc, l'outil en soi n'est pas payant comme Excel peut être payant, par exemple, mais derrière, on va devoir insérer de l'argent pour pouvoir diffuser nos annonces sur Google. En troisième partie, on a Google Analytics qui va être aussi utile pour nous. Effectivement, on peut se poser la question, mais en SEA aussi, on va utiliser Google Analytics, à la fois pour se servir des audiences analytics, des audiences de notre site. On sait que Google Analytics est un outil très, très riche. Forcément, c'est le Sitecentrics, donc pour avoir énormément de data sur notre site Internet. Donc, on va pouvoir s'en servir pour savoir aussi par mots-clés le temps passé sur site, le nombre de pages vues après avoir cliqué sur un mot-clé. Donc, on pourra avoir chaque détail pour chaque mot-clé, pour chacun des mots-clés. On pourra aussi se servir de Google Analytics pour traquer nos conversions. Donc, c'est-à-dire, pour un mot-clé, on va générer une vente, on va pouvoir le savoir aussi via Google Analytics. Donc, l'outil va être, ça pourrait durer des heures d'expliquer Google Analytics, juste pour vous dire qu'il est aussi très important en SIA. PowerPoint, ça va être pour faire nos présentations, bien entendu, nos présentations de bilan client, nos appels d'offres. C'est vrai que c'est important de savoir le gérer pour aller plus vite, toujours dans un gain de temps. Data Studio, alors Data Studio qui était avant payant, on ne pouvait y insérer que 3 comptes. C'est un outil Google qui va nous permettre de lier en fait nos data à Google à cet outil pour créer des graphiques et des templates de reporting plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait 90% du temps Excel. On essayait de rendre des graphiques assez jolis et assez lisibles pour les clients. Maintenant, Data Studio nous permet de faire énormément de choses et beaucoup plus rapide. Donc, c'est toujours dans un souci de temps. Et puis, le client peut tous les jours aller regarder ses datas s'il le souhaite. Donc, aussi pas mal. Et enfin, Google Ads Editor qui aussi existe avec Google, enfin, pas Google du tout, excusez-moi, Bing Ads Editor, qui sont des outils qui vont nous permettre d'aller aussi plus vite, qui vont nous permettre d'intégrer toutes nos campagnes en hors ligne dans cet outil.
on va tout implémenter en ligne dans cet outil et on intégrera par la suite sur Google Ads. Donc, ça nous permet de travailler, si on n'a pas Internet, ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus… Enfin, c'est vrai que si on ne gère pas l'interface Google Ads et Google Ads Editor, on ne peut pas le savoir. Mais je vous le dis, hein, croyez-moi, beaucoup plus rapide de tout créer sur Editor que directement sur l'interface. Après, bien sûr, Bing Ads, pourquoi je parle plus? Voilà, comme le dit Cindy, Bing Ads est une copie de Google Ads. Donc, c'est vrai que tout ce qui se retrouve, malheureusement pour Bing, hein, tout ce qui se retrouve sur Google se retrouve 1 an après sur Bing, généralement. Donc, c'est vrai qu'on va tout faire sur Google et puis on l'intégrera plus tard sur Bing. Pareil, la version éditeur de Bing est un peu lente. Donc, ça peut être aussi un point pour lequel on travaille un peu moins sur Bing. Bon, parenthèse. On utilise aussi donc des outils qui vont être des outils pour avoir des tendances sur le marché, pour faire de la veille, qui vont être Google Trends. Google Trends, ça va nous permettre de voir des tendances sur des mots-clés. Donc, par exemple, allez-y, hein, vous allez pouvoir même taper votre nom et prénom si vous le souhaitez. Mais sur Google Trends, on va pouvoir voir la tendance, par exemple, sur piscine. Si vous tapez piscine, vous allez voir qu'il y a des pics forcément à partir de mai-juin. Chauffage, ça va être l'inverse. Voilà, donc ça, sur des mots-clés, là c'est évident, mais sur des mots-clés, secteurs d'activité qu'on ne connaît pas, parce que bien sûr, on est amené à travailler sur plein de secteurs d'activité qui ne sont pas forcément notre passion ou notre hobby du week-end. Ça nous permet de pouvoir voir est-ce qu'il y a des tendances sur ces termes de recherche. Consumer Barometer with Google, c'est pour nous permettre aussi d'avoir des insights en fait sur les usages d'Internet dans le monde. Donc, est-ce que les personnes utilisent, par exemple, 2 devices en même temps, 3 devices en même temps, le pourcentage et l'évolution au fil des années. Donc là, les années s'arrêtent en 2017, mais vous avez vraiment l'évolution. Donc, on voit que le mobile est plus utilisé, que les personnes ont plus tendance à être multi-device que unidevice. Voilà, c'est vraiment pour avoir toutes les tendances. Et Think with Google, c'est pareil, ça va être un outil qui va vous donner, alors c'est pas pareil, ça va être un outil qui va plus vous donner des études complètes marché. Donc des études sur, par exemple, ce qui va se passer là, il y a eu des études qui sont sorties sur les comportements des consommateurs pour l'été 2019. Voilà, ça peut être sur les voyageurs, sur énormément de choses. Donc je vous invite à y aller, c'est gratuit, vous pouvez y aller quand vous voulez. Think with Google. En plus, ça peut même être intéressant en dehors du SEA. Hein. C'est des études qui peuvent être intéressantes pour le digital, hein, globalement. Donc, 3 outils qui sont intéressants et qui sont non payants. Après, les 3 outils que je vous ai mis en dessous, pourquoi je vous ai mis une grosse barre? C'est des outils, c'est DoubleClick Search, DoubleClick for Search, Marine Software, Kenshu, il y en a d'autres. C'est des outils qui vont vous aider à aller plus vite dans la gestion au quotidien de vos enchères sur vos mots-clés. Donc, je vous parlais tout au début, quand je vous expliquais le SEA, je vous parlais qu'on mettait des enchères pour chaque mot-clé. Forcément, on va devoir faire des optimisations sur ces enchères en fonction de la saisonnalité, en fonction de notre position sur Google. Est-ce qu'on veut être plus visible ou moins visible? Tout ça, ça va être quelque chose qu'avant, on faisait complètement à la main. On modifiait tous nos CPC à la main. On fait encore beaucoup sur des petits clients et sur des clients qui n'ont pas beaucoup de budget ou énormément de data, mais sur des gros annonceurs, gros annonceurs, hein, on va entendre des Cofitis, des Françaises des Jeux, etc. Vraiment des gros annonceurs, on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'automatiser ça. Donc on va dire aux outils, bonjour outils, moi je voudrais que mon coût d'acquisition, donc le coût pour une conversion, combien va me coûter une conversion, je voudrais qu'il ne dépasse pas tant d'euros. Par exemple, je voudrais que pour la vente de mon casque, quand une personne va taper casque audio, hop, elle va cliquer sur une annonce, elle va aller sur le site, elle va acheter. Voilà. Après, tous ces coûts par clic, etc., ça va nous générer des coûts globaux et des conversions. Il peut y en avoir une pour 100 clics ou une par clic. Ça, bon, après, ça dépend des produits que vous proposez. On va pouvoir dire, moi, je ne veux jamais que ça dépasse 50 euros. Je ne veux jamais que le coût d'acquisition, je ne veux jamais que ça me coûte plus de 50 euros de vendre un casque. Et du coup, l'outil va lui-même tout optimiser pour faire en sorte que ça ne nous coûte jamais plus de 50 euros la vente d'un casque. Voilà, donc c'est des outils qui vont vraiment ça va vous donner un gain de temps pour pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire créer de nouvelles annonces, créer des nouvelles extensions d'annonces, peut-être aller réfléchir à la stratégie que vous allez mettre en place par la suite pour vos différents clients. Donc c'est ce gain de temps,
finalement, va vous permettre d'aller faire autre chose en attendant sur Google Ads ou pour le reste de vos clients. C'est utilisé essentiellement pour ça. Et puis maintenant, on sait très bien que l'outil, le machine learning est très important, que ça va plus vite et ça nous permet d'avoir de très bonnes performances. Malheureusement, je préfère quand même le dire ici, c'est pas adapté à des tout petits clients qui généreraient moins de 10 conversions par mois, par exemple. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous êtes perdu, voilà. Alors, la journée type d'un chef de projet SEA, donc j'enchaîne un peu là-dessus. Je vous en ai un peu donné quelques idées avec la slide d'avant, mais la journée type d'un chef de projet SEA, on va dire qu'au global, il n'y a pas de journée type, bien sûr, on n'a pas une journée répétitive chaque jour, mais dans les grandes lignes, ça va être, on arrive à l'agence, on arrive dans notre entreprise, on arrive à notre bureau si on est freelance, bien entendu, on va faire notre suivi budget. On va dire, j'ai dépensé tant hier, ok, mais j'avais donné tant d'argent. Est-ce que je ne vais pas rajouter un peu d'argent sur la journée d'aujourd'hui je vais optimiser ça en fonction des performances de mes campagnes. Donc voilà, ça va être mon suivi budget que je vais réaliser sur tous mes comptes. Donc les comptes, hein, bien sûr, on peut en avoir 1 comme 20. Enfin, ça va dépendre des chefs de projet. Donc on va gérer nos suivis budget et puis après, on va faire des optimisations. Bien entendu, il y a des optimisations à faire sur tous les comptes tout au long de la journée. Ça va être, si c'est pas recréer des nouvelles annonces, ça va être peut-être lancer une nouvelle campagne, peut-être que ça va être le lancement d'un nouveau produit pour une marque, donc acheter de nouveaux mots-clés. Ça peut être l'optimisation de nos coûts par clic. Donc CPC, coûts par clic, hein, pour rappel, ça peut être l'optimisation de nos coûts par clic. L'optimisation de nos devices. Est-ce que je vais mettre plus d'enchères sur un device ou sur un autre, sur une zone géographique? Voilà. Donc tout ça, c'est énormément de signaux. Signaux, hein, ce qu'on appelle les signaux, ça va être le device, la zone géographique, les tranches horaires, les données démographiques, le sexe de la personne, les tranches d'âge de la personne, device, donc téléphone, ordinateur, tablette. Tout ça, on va pouvoir interagir avec. Donc, vous imaginez, ça donne quand même une énorme possibilité et beaucoup, du coup, d'optimisation sur toutes ces datas-là. Donc, on va faire ça. Et après, bien entendu, on va aussi, dans la journée type d'un chef de projet SIA, réaliser des reportings pour nos clients qui peuvent être à la fois hebdomadaires, mensuels, annuels. Voilà. Donc, et puis après, nos présentations clients. On a fréquemment des présentations clients et des calls avec nos clients pour parler des performances. C'est à peu près ce qu'on fait tous les jours dans notre métier de chef de projet SEA. C'est très mouvementé et c'est ça qui est très intéressant. C'est multitâche et ça demande de la réflexion, à la fois du sens commercial. C'est ça qui permet aussi d'être intéressant comme métier. Alors après, la question justement, c'est de savoir, est-ce qu'on est chef de projet SEA en agence? Est-ce qu'on est freelance? Est-ce qu'on fait ça chez l'annonceur? Donc ça peut être les trois types de structures. Donc ça, on y reprendra par la suite, mais on peut être chef de projet SEA dans ces trois données. Donc chez l'annonceur, ce que j'appelle annonceur, ce qu'on appelle annonceur, par exemple, quand on est en agence, ça va être les clients. Donc si je travaille chez Total, si je travaille n'importe quelle marque, hein, on va dire plusieurs marques, hein, Total, Nivea, Nokia, Samsung, voilà, ça c'est ce que j'appelle l'annonceur. Donc c'est travailler directement dans l'entreprise qu'on va appeler chez le client aussi, annonceur égale client. On va travailler directement en interne, ce qu'on va appeler en interne en fait, tout simplement. L'agence, l'agence, ça va être des agences type en grosse agence qui font du SEA où c'est connu et reconnu. On va avoir iProspect, on va y avoir Performix, Avas. On va avoir plein d'autres agences, on va avoir AdQuality, AdsUp, voilà, plein d'agences, j'en cite plusieurs, hein, comme ça, il n'y a pas de souci, NetBooster, etc. Et après, en freelance, ça va être pour soi, comme moi, je peux le faire actuellement. Je vais gérer mes clients et je vais trouver mes clients et les gérer par la suite. Ça, on y reviendra dans une phase 2. Donc, voici la journée type d'un chef de projet SIA. Si vous avez des questions dessus, il n'y a pas de souci. Je vais repasser à moi, du coup. Donc, moi, Marie-Lou Garcref, qui suis chef de projet SIA. Je suis restée, moi, c'est maintenant, du coup, j'ai 9 ans, 9,25, comme j'ai pu le dire, c'est un petit peu pour la blague, comme un enfant, 9,25 ans d'expérience en SIA. Donc, j'ai passé 7 ans en agence. Et maintenant, ça va faire 2 ans au 1er octobre que je suis freelance. Alors, quel a été mon parcours? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études pour être chef de projet SIA.
Donc moi, j'ai fait un BTS communication des entreprises. Après, j'ai réalisé une licence communication, une deuxième licence communication, n'ayant pas eu la première, et un master en communication digitale. Le BTS, je l'ai réalisé en initial, on va dire. Par contre, à partir de la licence, j'ai tout fait en alternance. Donc, j'ai vraiment réalisé toutes mes études en alternance, à la fois en tant que chef de projet SEA et d'autres métiers. Donc, ça n'a pas d'importance pour la présentation. Mais c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. C'est-à-dire que quand j'ai dû trouver un contrat de professionnalisation, on m'a dit, j'ai cherché des offres d'emploi, j'ai cherché des offres de stage, et je suis tombée sur chef de projet SEA. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air sympa. C'était à la fois gérer, analyser des chiffres, à la fois créer des annonces. Donc, on peut dire que ça mêle un peu création, mathématiques. Donc voilà, donc je trouvais ça plutôt pertinent, comme en tout cas, l'offre était plutôt alléchante. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu du SEA et ça m'a plu et j'ai continué j'ai fait 7 ans du coup en tout en agence avec mes contrats de professionnalisation. C'est vraiment un métier qu'on va apprendre sur le tas, en fait, qu'on va apprendre en agence, généralement plus en agence d'ailleurs que directement chez le client. Donc, on va apprendre ce métier voilà, sur le tas. C'est comme ça que je l'ai appris, moi, en tout cas. Et au bout de 7 ans d'agence, pourquoi je suis passée en freelance? C'est une bonne question voilà, que je me pose. Parce que je voulais être maître de mon emploi du temps, être maître de moi-même, c'est-à-dire ne plus avoir de responsable au-dessus de moi. Et du coup, prendre mes propres directives et avoir mon indépendance. Ce qui était à l'époque assez possible. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un métier qui est très en vogue actuellement, malgré quand même le fait que ça existe depuis. Faut pas oublier que le SEA, ça existe quand même depuis les années 2000. Hein. Donc on dit nouveau métier, mais c'est plus trop un nouveau métier, quoi. Donc bon, c'est un métier qui reste quand même en vogue, même si c'est plus un nouveau métier. On peut plus considérer ça comme un nouveau métier après 20 ans d'expérience, après 20 ans d'existence, excusez-moi. Voilà. Donc, moi, je suis passée en freelance et je savais que je pouvais le faire parce que je savais que je pouvais derrière aussi retrouver un travail assez facilement si jamais cela ne fonctionnait pas. Pareil, je savais aussi que avec toutes les agences que j'avais faites, je suis passée par iProspect, par Avas, par AdQuality. Je savais que j'avais quand même réussi à me créer un réseau de collègues, un réseau de clients, même si on ne part pas avec ses clients d'une agence, mais eux peuvent parler de vous, par contre, derrière, à d'autres clients. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai réussi à fonctionner et ça a fonctionné qu'en bouche à oreille. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous inviterai par la suite, si vous voulez prendre contact avec moi, à aller sur mon site, sur mon LinkedIn. Mais je n'ai pas encore eu le temps de me créer un site internet parce que le bouche à oreille a tellement bien fonctionné. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai réussi à être freelance. Pendant toutes ces années, j'ai aussi été 4 ans formatrice et je suis encore formatrice, donc à la fois pour Naias Formation aujourd'hui et à la fois pour d'autres organismes. J'ai travaillé pour plein de clients parce que c'est vrai que j'ai oublié de passer en revue sur quels clients on travaille. Il ne faut pas se dire qu'un chef de projet SEA, il travaille sur juste un secteur d'activité. Il travaille sur un secteur d'activité, c'est tout, et ça s'arrête là. Bon, bah voilà, lui, c'est le chef des projets SEA Crazy, lui, c'est le chef de... Voilà, on n'est pas des chefs de produits, en fait. Quand on travaille en agence ou quand on va être en freelance, pas quand on va travailler directement en interne, parce que bien entendu, on va travailler pour une marque précise, mais quand on est en agence ou en freelance, on va travailler pour énormément de secteurs d'activité différents et énormément de clients différents. C'est ça qui va faire la richesse en fait de ce métier aussi en agence et en freelance, c'est de pouvoir voir un panel de secteurs d'activité riches et variés et du coup de pouvoir avoir des stratégies complètement différentes, de la stratégie de notoriété, juste dire bonjour, j'ai mon produit, venez le voir, jusqu'à la stratégie vraiment retail et e-commerce, c'est-à-dire acheter mon produit et on veut de la rentabilité. Donc, vous avez un panel en dessous de marques pour lesquelles j'ai travaillé. Zadig et Voltaire, vous voyez, c'est du retail. À côté, on va avoir du crédit, on va avoir du produit de beauté. Flexi Stockage, c'est comme Homebox, c'est la location de box, mais aussi Roland Garros, Johnson & Johnson, j'ai travaillé pour Microlax, Imodium, Listerine. Alors voilà, tous ces produits-là au comptoir national de l'or, c'est pas forcément des produits avec lesquels ou des secteurs d'activité avec lesquels j'étais familier. Mais du coup, on apprend en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. On apprend de nouveaux produits, on apprend de nouveaux secteurs d'activité, de nouvelles envies.
Et c'est voilà, c'est un peu la richesse du métier. C'est ce qui me plaît dans le métier, vous avez dû vous en rendre compte parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Donc, quel parcours pour devenir chef de projet SIA? Donc, vous venez de voir que finalement, moi, mon parcours, il n'y avait pas une licence chef de projet SEA. Ça n'existe pas déjà. Il y a des cours, moi, par exemple, en master digital, on a eu un cours de SEA. Mais voilà, on a survolé qu'est-ce que le SEA pendant 2 heures et bon, ça ne permet pas d'être chef de projet SEA par la suite, ça ne permet pas de se prétendre chef de projet SEA en 2 heures de cours. C'est vrai que il faut absolument, pour être chef de projet SEA, il faut faire un stage, il faut réaliser un stage en agence. C'est-à-dire que on fait une formation, on peut faire une formation comme NAIAS par exemple. On fait une formation NAIAS. Les personnes qui font des formations NAIAS, parfois après, ça leur donne envie d'être chef de projet SEA. Pour une raison ou pour une autre. Mais bien entendu, on leur dit qu'ils ne peuvent pas être chef de projet SEA après 2 jours et demi de formation. On ne peut pas se prétendre chef de projet SEA parce que c'est un réel métier. Il faut avoir de l'expérience en fait. Il faut acquérir de l'expérience sur ce métier, sur ce domaine pour pouvoir se prétendre chef de projet SEA. Je ne suis pas en train de dire que c'est un métier qui est inaccessible, etc. Il ne faut pas penser à ça. Je ne suis pas non plus en train de dire voilà, n'importe qui ne peut pas être chef de projet SEA. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience en agence. C'est mieux que chez un client. Pourquoi? Encore une fois, parce que je vous disais juste avant que comme ça, on peut voir plusieurs produits, on peut voir plusieurs secteurs d'activité et ça nous permet d'ajouter beaucoup de cordes à notre arc et du coup de pouvoir par la suite nous-mêmes proposer une qualité de service irréprochable. Donc vraiment, on peut faire des formations comme des formations de 2 jours et demi, voilà, on peut faire des formations, mais il faut par la suite le valider par un stage d'au moins 6 mois en agence. Alors, je dis au moins 6 mois parce qu'un stage d'1 mois, ça n'a pas d'intérêt. Si vous faites un stage d'1 mois, déjà en agence, on va vous donner à faire, c'est pas pour être négatif, mais on va vous donner à faire des suivis budgétaires ou juste à faire des Excel. Voilà. Donc, c'est vraiment en apprenant sur les 6 mois, bon, ça fait un peu cliché ce que je dis, mais vous n'allez pas faire le café quand même, mais voilà, en 1 mois, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc, sur 6 mois, vous allez pouvoir un peu plus mettre la main à la pâte et c'est minimum 6 mois, bien entendu, vous allez pouvoir apprendre les rouages du métier. Vraiment, je donne un exemple concret, mais j'avais donné une formation à une personne en SIA sur 2 jours qui s'est directement mis freelance chef de projet SIA. Et il m'a rappelé 1 mois plus tard en me disant oui, alors j'ai un client, ça y est, j'ai réussi à dégoter un client, mais par contre, je me rappelle plus du tout comment on fait. Il y avait plein de petits tips à avoir, de conseils du coup à avoir et que tu m'as donné, mais là, bien sûr, je me rappelle plus parce que j'ai pas pratiqué. Du coup, il a fait appel à moi pour une journée, pour que je fasse la campagne et que lui puisse le vendre aux clients. Voilà, c'est un peu un exemple comme ça concret, mais on ne peut pas donc se dire chef de projet SEA en sortant de la formation parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Bien entendu, c'est que de la pratique. Hein. C'est en fait, comme beaucoup de métiers, à force de pratique, ça rentre. Voilà. Alors, je passe tout de suite comme ça, c'est vrai que sans transition, je passe directement au point que moi, du coup, je suis freelance, donc je vous donne des points que je pense importants pour être freelance. Et freelance, là, c'est du coup pour être freelance SIA, parce que d'autres métiers, peut-être ça ne s'applique pas forcément, mais donc je préfère pas dire pour être freelance dans sa globalité, il faut être ça, ça, ça. Mais pour être au moins chef de projet SIA en freelance, il faut être polyvalent, il faut avoir de l'expérience et il faut être autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Polyvalence, c'est être couteau suisse, c'est-à-dire qu'on est chef de projet SEA, voilà, on est le chef de projet SEA, on a cette expérience-là déjà qu'on a acquis, mais il faut aussi savoir savoir gérer l'administratif. Donc, il faut aussi s'y connaître un peu. Moi, personnellement, en arrivant en freelance, je ne m'y connaissais pas du tout en administratif. C'était quelque chose que je fuyais plus qu'autre chose. Mais on est obligé d'apprendre ça. On est obligé du coup de mettre la main à la pâte et de se dire, alors voilà, il va falloir que je gère mes charges, il va falloir que je gère mon chiffre d'affaires. Il va falloir que je gère les problèmes, si on peut appeler ça comme ça, les problèmes de trous d'activité sur un mois ou sur l'autre. Donc, voilà, c'est vraiment d'être polyvalent parce qu'il va aussi falloir gérer tout le côté commercial parce qu'on va devoir démarcher. Comme l'a pu le dire, si vous avez vu la formation de Bastien, on va devoir faire notre propre communication. Donc, on va devoir aller sur des plateformes de freelance, faire potentiellement un site internet. Voilà, donc c'est vraiment un métier, quand on veut être freelance, il faut se dire, je suis polyvalent, je ne suis pas que chef de projet SEA. Il faut que je m'intéresse un peu à tout. Les expériences,
Alors, l'expérience, quand je parle d'expérience, je parle effectivement de ce qu'on vient de dire avant. Il faut avoir une expérience en chef de projet SEA. On ne peut pas faire une formation et direct dire, bon, ben voilà, j'ai fait 2 jours de formation, je suis chef de projet SEA. Non, non, non. Je vous le déconseille fortement parce que ça va être plus foncer dans le mur qu'autre chose. Donc, vraiment, acquérir de l'expérience et acquérir cette expérience, en plus, en agence, va vous permettre de commencer à créer un réseau. Parce que vous allez parler avec des personnes en agence qui vont être chefs de projet SEA, avec des clients. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un réseau. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon réseau. J'ai commencé à créer mon réseau par mes années d'expérience en agence. Moi, j'avais passé par l'annonceur. Et autonomie. Alors, autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir être autonome. Bien sûr, c'est avec polyvalence. Mais quand je dis être autonome, c'est qu'il faut se poser la question avant d'être freelance. Il faut se poser la question, est-ce que je sais me gérer moi-même? Est-ce que je sais m'auto-attribuer des tâches? Est-ce que je sais, si je travaille de chez moi, est-ce que je peux m'auto-discipliner? Est-ce que si personne au-dessus de moi me dit fais cette tâche, réalise cette tâche, il faut que tu fasses ça, t'as pas fait ça, c'est pour demain. Est-ce que vous savez le faire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi ne sont pas freelance à cause de ça, parce qu'elles savent qu'elles n'arriveront pas à avoir cette discipline au jour le jour pour faire ce métier. Donc, c'est vraiment se poser la question sur tous ces aspects avant de se lancer en freelance, parce que c'est facile de créer son statut auto-entrepreneur. Après, il faut vraiment se poser les questions avant. Donc, voilà, donc j'ai terminé sur tout mon point sur le SEA. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le métier? Je vous répondrai avec plaisir des points sur lesquels vous voulez appuyer, ou des questions privées d'ailleurs, sur le métier de chef de projet SEA. Je vous laisse maintenant me poser vos questions pour y répondre. Du coup, on a 10-15 minutes, si vous voulez, pour discuter. Alors oui, alors un point sur les salaires, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, un point sur les salaires en tant que chef de projet SIA. Alors, je ne connais pas tout le panel de salaires des marchés, bien entendu, mais c'est vrai qu'en commençant, en tant que chef de projet SEA junior en agence, on va être plus aux alentours de 25 à 28 000 euros bruts, bien sûr, par an. Et on pourra prétendre à bien sûr plus par la suite. Un chef de BU pourra être aux alentours de 40 et jusqu'à 50 même 1000 euros par an après 6 ans d'expérience. Alors, bien sûr, hein, c'est vraiment un ordre d'idée parce que ça va dépendre des agences. Ça va dépendre, il y a des agences qui payent mieux que d'autres, bien entendu. C'est vraiment un ordre d'idée, une fourchette sur, par exemple, moi, mon expérience personnelle. Et l'expérience de mes petits camarades en SEA dans différentes agences. Donc, je récapitule, on était aux alentours sur beaucoup d'agences du marché, entre 25 et 28 en début, jusqu'à du 50 en fin de carrière, parce qu'après 6 ans, 7 ans d'expérience, on peut se permettre. Et bien sûr, chez le client, on va être aux alentours ça va être entre 30 et 40, quoi. Alors, une bonne question, est-ce que les agences recrutent facilement des stagiaires de plus de 30 ans, vu que c'est un métier qui réside dans la pratique? Alors, bien entendu, oui, on est là. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour être recruté en tant que stagiaire dans une agence. Ce qui est demandé, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis rentrée dans SIA, je ne connaissais pas du tout le métier, donc les agences recrutent encore des personnes qui n'ont pas forcément fait du SIA. Ce qu'elles attendent lors de l'entretien, c'est un bagou pour le domaine d'activité, c'est se renseigner aussi. C'est vous renseignez un peu en montrant que vous vous êtes intéressé au métier, savoir ce que c'est un CPC, savoir ce que c'est un score de qualité, par exemple. Ça peut montrer que vous avez envie et vous intéresser au digital, même dans sa globalité, pour montrer que vous avez vraiment une appétence pour le métier. Mais il n'y a pas d'âge pour être stagiaire, et c'est vrai que j'ai l'exemple dans une de mes anciennes agences où des personnes de plus de 30 ans étaient recrutées en tant que stagiaires. Et il n'y a pas de souci là-dessus. L'âge n'est pas un frein. C'est la volonté, en fait, et l'appétence pour le domaine d'activité qui va être qui va être récompensé en fait par l'obtention d'un stage dans les agences. Parce qu'effectivement, même si c'est un métier
qui existe depuis les années 2000. Il y a encore, et c'est un métier qu'on ne peut pas apprendre en agence, donc, enfin en études, je veux dire. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlée. C'est un métier qu'on ne peut pas apprendre en études. Donc forcément, quand vous allez arriver dans un stage, vous n'allez pas forcément connaître le métier. Donc que vous ayez 20, 30 ou 40 ou 50, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous lancer. Est-ce que vous auriez d'autres questions, des questions concernant le métier, concernant le freelance aussi, pas forcément concernant le SEA pur, concernant les horaires peut-être, peut-être d'autres points. Là, tout de suite, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur le... Enfin, bien sûr en condensé, parce que ça nécessiterait des heures de formation pour faire le tour du métier. Alors, un point qui est juste, contrairement aux préjugés, alors je ne sais pas si des personnes actuellement qui écoutent la formation veulent faire du SEA plus pour leur entreprise ou voilà, sachez que vous pouvez faire le SIA est toujours rentable si vous le gérez bien. Quand je dis si vous le gérez bien, c'est si vous passez du temps dessus. C'est ça, si vous passez du temps dessus, en fait, on va s'arrêter là. Si vous passez du temps dessus, que c'est géré par un expert SIA, bien entendu, ça, il ne faut pas oublier de le redire. Il faut que ce soit géré par un chef de projet SEA. Donc, si vous êtes chef de projet SEA, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le gérer pour votre propre entreprise, le SIA. Bien entendu, si vous ne l'êtes pas, faites gérer ça par un expert SIA. On arrive souvent dans des formations, quand je réalise des formations pour des clients directement, soit ils avaient arrêté le SIA à ce moment-là, soit ils recommençaient ou ils commençaient, mais ceux qui avaient arrêté, ils avaient arrêté parce qu'ils ne savaient pas le gérer, en fait, donc ils se disaient, bah, on est allé sur l'interface, on a créé des mots-clés, rien de plus simple. Effectivement, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur l'interface, créer des mots-clés, créer des annonces. L'outil est très bien fait et il y a énormément de questions à vos réponses sur l'outil. Le support AdWords est très bien fait aussi. Mais tous les tips qu'il faut savoir sur le métier, tous les rouages du métier, vous ne pourrez pas les savoir si vous n'avez pas fait de formation avant et de stage en agence. Donc, faites-le gérer par quelqu'un, par un expert. Mais vous pouvez toujours faire du SEA et il peut toujours être rentable, si bien fait. C'est un métier c'est un travail qui demande du travail quotidien, du lundi au vendredi, au dimanche. Voilà, du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine, il faut gérer ces campagnes de SIA. Si vous le laissez à l'abandon, si vous le faites vous-même alors que vous ne connaissez pas le métier, c'est voué à l'échec. Donc, vaut mieux payer quelqu'un que vous allez payer quelqu'un, donc ça va vous coûter, ça va être un coût, mais payer quelqu'un et que vous soyez rentable, que de le faire vous-même et que vous ne soyez pas rentable et que vous abandonnez et que vous dites non, le SEA, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas rentable, ça coûte trop cher. Non, on peut toujours trouver de la rentabilité. Il y a toujours des manières de faire du SIA pour trouver une rentabilité et du coup, que vous retrouviez dans vos chiffres, la rentabilité, quoi. Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à ça, peut-être par rapport à la réalisation de campagnes par vous-même, justement, pas par vous-même, de campagnes pour votre entreprise, je veux dire, pas par vous-même, ou même des questions diverses et variées. Bon. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute. Du coup, par la suite, nous aurons une autre formation de Yann Daveille le 3 septembre. Donc, je vous invite à vous connecter à la conférence, à vous inscrire à la conférence sur le Media Trading, du coup. Merci beaucoup encore, passez une bonne journée et j'espère à très bientôt avec mes informations.